Bonsoir, je suis Gilbert Dawed des éditions Avatar. Bienvenue à la deuxième émission de Coup de gueule de Nicolas Bonal. Aujourd'hui, Nicolas va nous parler des nonagénaires génocidaires. Dis-moi, Nicolas, est-ce que tu n'aimes pas les vieux ou c'est une observation factuelle que tu as faite? En fait, les vieux ont pris le pouvoir et les vieux n'ont jamais été très populaires dans le passé. Et en ce moment, on a tendance à l'oublier. Et toi et moi, on a été élevés à une époque où on encensait la jeunesse, et puis la jeunesse est devenue très secondaire. Les fonds de pension ont pris le pouvoir dans les années 90, et on s'est retrouvé dominé par des gens qui aujourd'hui ont 80, 90 ans, 100 ans des fois, on va en parler dans quelques secondes, ou 75 ans, et qui veulent dépeupler la planète, imposer des recettes et tout modifier. Donc, j'ai décidé de pousser un coup de gueule contre les vieux. Évidemment, pas tous, les pauvres. Hein. Il y en a beaucoup qui souffrent beaucoup, qui n'ont pas d'argent. Mais il y en a qui exagèrent. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je disais à l'instant que dans le passé, ils n'étaient pas forcément populaires. Et je vais le prouver. On a les grandes pièces de Molière. On a les personnages comme Harpagon, qui est l'homme de l'argent. On a les personnages comme Géronte, qui est l'homme d'une certaine bêtise, d'un certain gâtisme, mais aussi un dominateur de la jeunesse qui veut empêcher les filles ou les garçons de se marier avec ceux qu'ils veulent. On a le Scrooge de Dickens, qui est un personnage très célèbre et qui aussi incarne cette avarice qui est confondue avec la vieillesse. Je rappelle d'ailleurs que dans les tableaux de la Renaissance, dans les tableaux de Cranach, la luxure est confondue avec une femme très vieille et non pas avec une jeune. Et on a par exemple Gobseck, qui annonce aussi assez bien la France d'aujourd'hui, la France dominée par la banque de Macron, la France dominée par les Français les plus riches du monde qui n'arrêtent pas d'enfler leur fortune d'une manière complètement cocasse. On a Pinault qui a 85 ans, on a Bernard Arnault qui a presque 80 ans, on a les frères Wertheimer qui ont entre 75 et 80 ans qui sont même plus milliardaires en euros, il faut dire décennaires en milliards. On en est arrivé là en France. Le mec a 40, 50, 60 milliards d'euros, c'est-à-dire 300 milliards de francs quand même. Hein. Moi, quand on avait 20 ans tous les deux, un milliardaire en France, ça nous faisait rêver. Aujourd'hui, c'est un 300e de la fortune de Bernard Arnault. Et on a aussi cette phrase que j'aime beaucoup de La Rochefoucauld, j'espère que je vais m'en souvenir. Les vieillards se targuent de nous donner de bons préceptes parce qu'ils ne sont plus en état de montrer le mauvais exemple. Et comme on arrive dans une société, essentiellement la société blanche occidentale, qui devient assez dégénérée, qui devient assez dangereuse et qui devient assez vieille, on se rend compte que ces gens qui donnent de bons préceptes, comme le grand recette, comme les économies un peu folles d'énergie, comme la confiscation à peu près de toutes nos libertés, et comme la volonté de contrôler les jeunes, les partis politiques d'opposition et même la vie sexuelle, ces vieux-là, donc, ont pris un pouvoir qui devient exorbitant. Et c'est une chose qu'on ne peut pas trop dire, parce que, évidemment, ce n'est pas politiquement correct. Dans les années 70, 80 ou 60, dans notre enfance, c'était la jeunesse, le blue jean, la révolution sexuelle, tout ce côté Fellini-Roma, Fellini de la liberté, les films de mon ami Barbet Schroeder qui traversaient le monde. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Les fonds de pension, comme je disais, ont pris le pouvoir totalement dans les années 90. Ils contrôlent totalement le CAC 40, ils contrôlent le discours politique, ils contrôlent le discours médiatique. Et les gens doivent aujourd'hui s'asseoir, se soumettre à un discours qui a été concocté, on en a déjà parlé, toi et moi, dans les années 70, avec le Club de Rome d'Aurelio Peccei, avec Kissinger et sa doctrine de dépopulation de l'Afrique, avec les conseillers de Nixon, avec les conseillers de la trilatérale comme Brzezinski qui vient de mourir, et qui, lui, a espéré pouvoir contenir l'alliance russo-chinoise. Ils ont complètement échoué là-dessus, c'est un autre problème et un autre débat. Mais on a donc ces gens qui aujourd'hui ont 80, 90 ans, ou les anciens 68ards qui aujourd'hui ont 80 ans et qui ont pris le pouvoir quasiment en 68 ou en 80 après Mitterrand, et qui aujourd'hui veulent imposer un agenda de plus en plus sinistre. Et le débat, donc, enfin, le coup de gueule plutôt, porte sur ces gens-là. Je pense que c'est un autre personnage mythologique dont on a parlé avec ma femme dans le livre qu'on a écrit sur le cinéma slave et le cinéma païen, c'est Koschei. Koschei, c'est une espèce de vieille entité du panthéon slave
qui est une espèce de monstre très vieux, très plissé, qui vit dans un monde reculé, qui est plein de trésors, un peu comme le dieu Pluton, et qui vient de temps en temps s'emparer un peu de la jeunesse. On pense d'ailleurs à l'île d'Epstein avec tous les milliardaires qui s'y ruent, y compris Bill Gates, qui a 66 ans, donc un peu plus jeune que les autres, même nettement plus jeune que les autres, mais qui fait 2 fois son âge. Donc ça, c'est un autre problème. Donc, cette dictature sanitaire qu'on est en train de vivre est liée aussi à une espèce de dictature gérontologique qui montre que la société occidentale a peur de tout, a peur du futur, a peur de la Chine, a peur de la Russie, a peur du tiers-monde, a peur des jeunes, a peur de l'islam, a peur de n'importe quoi. Elle est fondée essentiellement sur la peur et elle n'a qu'une seule préoccupation, c'est gâcher la vie de la jeunesse. Il y a un démographe américain que traduit souvent mon ami Hervé sur le Sacre francophone, c'est Hamilton. Il parle d'un effondrement de la natalité aux États-Unis et de l'impossibilité pour les jeunes aujourd'hui d'avoir une vie, même pas comme leurs parents, mais comme leurs grands-parents. On en est arrivé qu'on a un niveau de vie plus bas que dans les années 50 ou 60. Un autre problème qui est lié à la vieillesse, c'est l'écroulement du système. Une espèce d'écroulement technologique. Là encore, je vais citer ma femme qui est en train de terminer le livre sur Philippe K. Dick. Philippe K. Dick décrit un univers décati, on le voit très bien dans Blade Runner, un univers décati, un univers déglingué, et cet univers qu'on veut nous imposer aujourd'hui un peu plus. Alors, d'un côté, il y a cette espèce de vieillissement général des structures, y compris de notre démographie, et de l'autre, il y a cette accélération de l'entropie par l'usage intempestif de la technologie. La technologie était là pour nous dépanner ou pour nous permettre de communiquer. Maintenant, c'est fini. La technologie n'a qu'un seul but, c'est de nous contrôler. On veut que le gars soit avec son smartphone du soir au matin, à se coller des codes QR dans le cul, et comme ça, on saura toujours où il est allé. Et ça fait également penser à tous ces agendas de vieux ou de vieilles grand-mères, comme disait Nietzsche déjà dans le Zarathustra, qui montrent qu'on va vers une société de vieillissement où on veut toujours plus de contrôle. Où est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es vacciné? Est-ce que tu t'es revacciné? Est-ce que tu as fait ton rappel? Sinon, tu ne pourras pas aller au concert. Donc, il me semble qu'au lieu d'accuser comme on ferait les enfants, au lieu d'accuser les femmes, au lieu de ci, au lieu de ça, il faudrait mieux de voir la démographie telle qu'elle est. La démographie, c'est le vieillissement général de la population. Là, on est tous d'accord et elle nous concerne tous. Et puis, il y a cette espèce d'exagération de la dictature gérontologique qui est marquée par le culte de l'argent, le culte de la peur, le culte du principe de précaution qu'on nous a imposé aussi au cours des années 90. Qu'est-ce que ça veut dire, ce principe de précaution? Sinon que tu n'as plus le droit de rien faire dehors, puisqu'il y a un risque, par exemple, d'être effleuré par un brin d'herbe ou d'être aboyé par un chien, ou tu peux avoir un petit risque, etc. Donc, on va progressivement arrêter de vivre à cause de ça. Et ça me paraît important de faire le coup de gueule aujourd'hui là-dessus, d'autant qu'on a toute une galerie de personnages extrêmement populaires, je ne vais même pas les inventer, dont on va parler tout de suite avec toi, tout un tas donc de personnages qui occupent les écrans depuis des dizaines d'années, avec les classements d'ailleurs des plus riches du monde ou des plus riches de chaque pays, qui sont des classements débiles imposés par la presse économique depuis les années 90 aussi. Et ça me paraît important donc, de pousser le coup de gueule là-dessus. Surtout que les gens qui ont la vie gâchée, bon, c'est les gens d'ailleurs que j'ai beaucoup parmi mes lecteurs, qui ont la quarantaine, qui n'ont même pas pu profiter, comme moi j'ai pu profiter de la vie ou toi dans les années 80-90 parce qu'ils étaient trop jeunes. Depuis les années 2000, c'est devenu trop cher ou trop compliqué. Et puis il y a les générations Z, les générations élevées au smartphone qui, elles, ont une vie d'esclaves, ont une vie de techno-motorisés, de techno-téléguidés, de techno-automates et vont avoir un développement personnel complètement nul. Et tout ça, moi, je dis que quand même, la responsabilité, elle incombe à ces gens qui ont aujourd'hui 80-90 ans, qui dirigent les agendas depuis Davos avec Klaus Schwab, qui a 85 ans quand même, qui dirigent les agendas avec la reine d'Angleterre, qui a 95 ans et qui demandait déjà qu'on sépare les enfants des adultes au moment, l'an dernier, de l'éclosion de cette histoire de Covid ou d'épidémie. Enfin, c'est à peu près la même chose. Une épidémie, ça n'est qu'un récit finalement. Et progressivement, on a cette espèce de réduction de l'humanité, de la planète, alors peut-être même pas en prison ou en cellule, mais en EHPAD. La planète va devenir un vaste EHPAD avec un contrôle des plus riches, les plus vieux et les plus riches prennent le contrôle du monde et le contrôle. Voilà l'idée générale. Justement, donc, tu as mentionné les années 68, les années 60, mais à l'époque, c'était des années avec l'hymne à la jeunesse. Quelle est cette contradiction que ces anciens jeunes, maintenant, font exactement le contraire
Et à l'époque, si tu te rappelles, on critiquait les dirigeants chinois en disant qu'ils étaient octogénaires. Et maintenant, nos dirigeants sont plus vieux que les dirigeants chinois. Nos dirigeants sont octogénaires, même quand ils sautent une étape et qu'ils s'appuient sur les petits-enfants, j'allais dire, type Macron en France ou Sanchez en Espagne. Les gars utilisent des gens de 30 ans ou de 40 ans, ou la folle qui est au pouvoir en Finlande, pour écraser un petit peu plus la maréchaussée. Alors, par rapport aux années 60-70, il faut être plus précis. Il y a une décennie sympathique, qui est celle des années 60, si on veut. C'est la décennie qui fait exploser les canons de la société bourgeoise traditionnelle, entre guillemets, qui datait du 19e siècle, avec le sérieux en matière sexuelle, le sérieux en matière professionnelle, et aussi avec un certain respect des codes, etc. Tout ça a été un petit peu volatilisé dans les années 60, mais pas tant que ça, on le verra. Et dans les années 70, c'est différent. Dans les années 70, on a Monsieur Fauci qui a 40 ans, Monsieur Gates qui a 25 ans, Monsieur Schwab qui a 40 ans, Monsieur Biden, Joseph Biden, qui est aujourd'hui président des États-Unis à 80 ans, qui a 40 ans. On a Rothschild, Jacob, on a Kissinger qui a 50 ans, on a Brzezinski qui a 50 ans, qui vient juste de mourir. On a Attali qui a 30 ans, qui est déjà le conseiller de Mitterrand et qui écrit tout un tas d'horreurs sur le futur qui nous attend. On a Cohn-Bendit qui est fatigué de faire le con sur la barricade et qui commence à faire, je me souviens, à Europe 1, commentateur football. Et puis, on a donc la reine d'Angleterre, le prince Charles, etc., qui mettent en place, parce que ce sont des grands chasseurs, et j'insiste sur ce plan, ce sont des grands chasseurs, et comme on sait, les chasseurs aiment dépeupler, parce qu'ils aiment des terrains de chasse. Alors, on aimerait dépeupler l'Afrique, on a su dépeupler l'Écosse, on a su dépeupler au 19e siècle, j'en ai parlé dans plusieurs articles basés sur Karl Marx, on a su dépeupler le Pays de Galles, par exemple, on a su dépeupler pas mal de zones de l'Irlande où tu as vécu, puisque l'Irlande a perdu la moitié de sa population au 19e siècle avec la grande famine qui a été provoquée par la politique aberrante de Londres. Et on se retrouve progressivement avec ces gens-là qui, dès les années 70, mettent fin à la récréation. C'est ça que je voulais dire. On a un côté récréatif dans les années 60. Il y a du pour, il y a du contre. On ne va pas se lancer là-dessus. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même du pour. Il n'y a pas que du contre. Le côté France coincée 1930, etc., ce n'est pas non plus trop ma tasse de thé. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Oui, dans les années 70, on a les agendas de dystopie, mon cher Gilbert, qui se mettent en place. Et ils sont mis en place par les gens qui sont toujours au pouvoir. C'est ça qui est embêtant. On a la reine d'Angleterre, on a le prince Philippe qui vient de crever et qui disait que l'homme était un virus, qu'il fallait l'éliminer de la Terre. On a le prince Charles, on a Brzezinski, on a Rothschild, on a Rockefeller qui vient de mourir et qui avait 60 ans à l'époque et qui fabrique son mondialisme avec la trilatérale et les Bilderberg, enfin surtout avec la trilatérale dans les années 70. On a Attali qui commence à délirer à la télé et aujourd'hui, ces gens-là, 40 ans plus tard, avec l'histoire du Covid, arrivent à nous enfoncer un peu plus et à nous balancer un peu plus dans le monde dont ils rêvaient dans les années 70. Les années 70, on en a parlé, c'est THX 1138, c'est Soleil Vert, c'est Rollerball, c'est tout un tas de films de dystopie qui veulent imposer une dictature en promettant aux gens, sinon, un agenda catastrophique. Moi, je regrette, 40 ans plus tard, je ne trouve pas que la société se soit effondrée tant que ça, je ne trouve pas qu'on soit allé dans la dystopie. Par contre, ils ont décidé de l'accélérer et de la créer avec cette histoire de Covid. Et alors, c'est pour ça que je dis nonagénaires, génocidaires. Ils sont nonagénaires parce qu'ils ont 90 ans et ils sont génocidaires parce qu'en effet, ils trouvent qu'il y a trop de gens sur Terre. Alors, je ne sais pas comment ils vont nous liquider. Est-ce qu'ils vont y arriver avec des guerres? Ils parlent tout le temps de guerre avec la Russie et la Chine, mais peut-être que pas. Peut-être que ça aussi, c'est un écran de fumée. Est-ce qu'ils vont y arriver avec les vaccins? Pour l'instant, les vaccins, il faut le reconnaître, comme dirait Léon Blois, le petit nombre des victimes tempère ma joie. Les vaccins n'ont tué personne ou presque. 10 000 personnes sur 1,5 milliard de vaccinés, c'est quand même pas grand-chose. Alors là, en ce moment, à cause de mon lecteur, ou grâce à mon lecteur Alexandre Karadimas, qui est très savant, et à un blog que je viens de découvrir de Patrick Raymond, que je recommande, qui s'appelle La Chute, Overblog, eux disent que, en fait, le recette est un écran de fumée. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'on est tout nu et qu'on va vers un effondrement total des ressources naturelles et des sources d'énergie. Donc, à ce moment-là, 40% en moins de population terrestre d'ici 20 ou 30 ans, surtout chez les gens qui, comme nous, consommons beaucoup d'énergie.
À ce moment-là, les espèces d'élites bidons de nonagénaires que j'accuse depuis tout à l'heure auront un rôle moins important à jouer que celui qui est simplement prévu par la nature. C'est-à-dire, il est impossible de continuer de vivre en consommant autant d'énergie. Ces nonagénaires ne veulent pas crever, mais ils veulent tuer les autres. Mais quid de la jeunesse d'aujourd'hui? Alors moi, le drame pour moi, c'est en effet le jeune d'aujourd'hui. Moi, par exemple, on en a parlé une fois avec Lucien Cerise. Il me parlait de ces chambres de bonne. On a tous connu les chambres de bonne. Jusqu'à 30 ans, facilement, on connaissait les chambres de bonne et même après. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas les chambres de bonne parce que la chambre de bonne, ça valait 600 francs à Paris. Aujourd'hui, ça vaut 600 ou 800 euros. J'ai un copain qui a 60 ans qui vit dans un 7 mètres carrés à 600 euros par mois à Neuilly. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas accuser les vieux. C'est évidemment les riches et les pauvres. Et malheureusement, cette dialectique repose aujourd'hui essentiellement sur une opposition vieux et jeunes, puisque les jeunes, on ne leur donne plus les moyens de s'en sortir. Et on les invite, comme dirait ce bon vieux Malthus, à partir. Quand Malthus dit dans son fameux essai sur la population, ou plutôt sur la dépopulation, que le pauvre est de trop au banquet de la nature et qu'il faut qu'il s'en aille, il a résumé assez bien la philosophie de nos élites. Et on voit bien aussi chez Macron qu'il y a une indifférence totale au sort des pauvres. Et aujourd'hui, avoir une indifférence totale au sort éprouver une indifférence totale par rapport au sort des pauvres, c'est éprouver une indifférence au sort des jeunes. Mais malheureusement pour les jeunes, on les tient par le smartphone. Là, hier, je suis tombé sur un document YouTube de Birnbaum, Monsieur Birnbaum, j'ai oublié son prénom, qui a écrit un petit essai contre le smartphone. Et en effet, tu vois ces jeunes dans le métro à Paris, dans le métro à Londres, dans le métro à Rome, je ne sais où, à New York et tout. Ils n'ont rien, ils sont très mal payés, ils ont fait des études en général pour rien. On les ruine pour les études. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. Avant, les études étaient gratuites. Maintenant, tu payes 30 ou 40 000 euros par an pour faire des études. Ma sœur m'a même parlé de MBA à 80 000 euros pour aux États-Unis. Enfin, ça devient… C'est visible dans les pays anglo-saxons ou en Irlande où les jeunes doivent prendre des prêts pour pouvoir étudier. Oui, oui. Et alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que tu peux te retrouver millionnaire en étant directeur d'université maintenant. Ça, ce n'était pas le cas avant. Maintenant, un gars qui est haut fonctionnaire aux États-Unis gagne 200 ou 300 000 ou 400 000 euros par an. En France, c'est pareil maintenant. En France, c'est pareil. Et pour les directeurs d'université, le gars se fait payer facilement un demi-million de dollars par an. C'est tout à fait scandaleux, mais c'est devenu comme ça. Et en amont, le petit gars trime et, comme tu dis, t'endette et ses parents s'endettent pour lui payer des études qui, en général, ne servent plus à rien. On a eu l'excellent exemple avec Descoings. Descoings a fait scandale à Sciences Po. Bon, pour tout un tas de raisons, on ne va pas revenir dessus. 500 000 euros par an, il se faisait payer quand même. Descoings. Il s'est fait augmenter le salaire à un moment donné de 350 000 à 500 000 euros. Et l'histoire m'amuse parce que j'ai été à Sciences Po et j'étais à Sciences Po avec la fille qui a écrit le livre sur Descoings, qui est journaliste au Monde, Raphaël Baquet. Et elle a écrit ce livre et j'ai trouvé dire qu'il n'était pas très favorable à Descoings, en toute honnêteté. Et on a bien vu donc cette espèce de passage aux études creuses, aux études fonds de pension américains avec responsabilisation sur les histoires de droits de l'homme, de LGBTQ, de woke et d'écologie. Donc effondrement intellectuel et qualitatif. Et en même temps, on a multiplié par 10 le coût des études ou par 20. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est pas directement lié à nos nonagénaires génocidaires, mais c'est allé avec. Parce que les fonds de pension, comme par hasard, sont devenus très humanitaires. Marx en parle déjà. D'ailleurs, il se moque des riches anglais philanthropes. Et la philanthropie est devenue, pour les gens riches et vieux, le meilleur moyen, un, de garder son pognon, deux, d'emmerder la planète. Et ils réussissent très bien, d'ailleurs, comme on a vu avec oui, ça, il faut quand même arrêter. On a donc tout un tas de personnages qui vieillissent, qui restent, qui ne veulent pas partir. On ne va pas parler de Soros et de son agenda de société ouverte dont on parle régulièrement et très bien d'ailleurs mon ami Plaquevent. On a donc ces gens qui progressent, qui ne partent pas, où il faut qu'ils arrivent à 100 ans ou 105 ans et qu'ils meurent comme Rockefeller ou comme Brzezinski pour dégager, mais ils continuent toujours de donner les orientations à cette planète. Alors évidemment, après, le fond du problème, c'est comment s'en débarrasser ou jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça peut aller vers… Alors,
pour nous, ce n'est pas marrant. Ça va aller vers de plus en plus de contrôle. C'est assez clair. Ils vont utiliser la technologie pour nous contrôler de plus en plus. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de se débarrasser de leur smartphone parce que le smartphone, c'est l'outil du système maintenant. C'est le moyen de savoir où tu es, le moyen de savoir ce que tu consommes, le moyen de savoir ce que tu penses et il te contrôle. Se déconnecter le plus possible par rapport à Internet et ne garder que le minimum essentiel. C'est ce que je fais, moi, avec mon épouse. Et enfin, le smartphone devient le moyen maintenant de t'extraire l'argent parce qu'ils vont annuler le cash et ils vont créer la société dont ils rêvaient déjà dans les années 70, dans tous les agendas dystopiques qui sont venus dans cette décennie tarée, parce qu'il faut bien dire qu'elle était sacrément tarée des années 70, y compris la lutte contre le terrorisme, hein, ça date des années 70. Donc on invente une notion comme le terrorisme à partir de laquelle on terrorise la planète par les médias et on impose toute une série d'agendas de plus en plus autoritaires, on ne citera pas les pays, n'est-ce pas, qui limitent complètement la liberté des individus. Et comme de cela, c'est les doigts de pied en éventail. Ça, c'est l'idée de mon ami Alexandre qui me paraît très bonne, de résumer finalement l'agenda de ces vieux, la pénurie d'un côté, on va vous donner de moins en moins, vous n'aurez rien. Moi, je serai avec mes 100 milliards de dollars ou avec mes 200 milliards de dollars. Toi, tu auras 1000 euros après 10 ans d'études et 1 million d'euros de coût de ces études, enfin 1 million peut-être pas, mais 100 000. Et de l'autre côté, le contrôle. Le contrôle par la technologie, le contrôle par Internet. Et là, on retrouve les agendas déjà décrits par Georges Lucas, THX 1138, avec l'individu qui a son code barre dans l'oreille et qui est puce RFID et qui a déjà son aliénation via la technologie et la pauvreté fermement assise sur cette bonne vieille planète Terre. Précisons pour nos auditeurs qui sont pas peut-être qui sont francophones mais qui ne vivent pas en France, ce n'est pas du complotisme vu que le pass sanitaire, non, c'est ce que j'appelle la théorie de la constatation. C'est voilà, la théorie de la constatation. Voilà, le pass sanitaire en France est déjà passé sur les smartphones. Oui. Donc, moi, je ne bouge plus de mon bled. L'idée qu'il faut voyager avec un pass sanitaire me fait horreur. Donc voilà, l'idée d'avoir le vaccin, je n'en veux pas. L'idée d'avoir un contrôle QR pour entrer dans un endroit me fait horreur. Donc, je suis moi-même victime déjà de cet apartheid voulu par les vieux pour contrôler les populations. Et en effet, cette idée de pénurie et de contrôle me paraît très bien être représentée dans les pièces de Molière. Le père est à la fois très vieux, il a plutôt l'âge d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père par rapport à l'enfant d'ailleurs. Le père est très vieux, très radin et il adore contrôler. Donc, il utilise un peu d'argent pour contrôler toute cette brave jeunesse qui veut lui échapper. Il y avait des agendas déjà qui étaient en place dans la France du XVIIe siècle. Hein. Ce n'est pas pour rien, comme dit-on, que c'est le pays des bourgeois, la France. Hein. Nicolas, franchement, pour moi, un commerçant qui me demande mon QR code, pour moi, il peut faire faillite. Alors, je ne rentrerai pas. Mais la parole de la fin, Nicolas. Oui, ben la parole de la fin, c'est qu'il va falloir qu'on fasse une émission qui ne sera pas une émission vraiment coup de gueule, mais une émission solution, comme ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut résister à ces vieux grincheux bourrés de fric qui veulent une planète qui leur convienne à 90 ans et pas à 30? J'ai un lecteur, je l'ai mis sur mon blog, qui a écrit Nicolas Bonal, wordpress.com. J'ai un lecteur qui a écrit un très beau texte là-dessus, sur cette histoire de vieillesse qui cherche le contrôle, qui cherche les révolutions, et notamment les révolutions industrielles. Il dit, c'est un paradoxe en fait, il dit que la jeunesse est plutôt souple, elle est plutôt souriante, elle est plutôt adaptée, elle est moins rebelle que ce qu'on dit. C'est les vieux, c'est les usuriers qui ont poussé à la création de l'État moderne pour pouvoir contrôler les dettes. Ce sont les vieux, ce sont les usuriers qui ont poussé à la Révolution française. On commence enfin à savoir ce qui s'est passé là-dessus. Et ce sont les vieux et ce sont les usuriers avec les fonds de pension et le reste qui ont créé, avec BlackRock qui domine 8 000 milliards actuellement là, de M. Fink, qui a aussi gaillardement ses 70 ans. Donc, ce sont ces vieux et ces usuriers qui ont créé l'État mondialiste qui va nous priver de toutes nos libertés. Donc, il faut réfléchir à partir de ça et à partir de ça, arriver à motiver dans la jeunesse un désir de renaître ou de survivre et pas un désir de se soumettre comme tous les imbéciles qui sont allés au concert Indochine. Bon, vu qu'on parle de solutions, j'invite nos auditeurs à commenter et à nous dire ce qu'ils pensent et s'ils ont des solutions, quelles sont leurs solutions. Je te remercie
Et bonne soirée. Au revoir à la semaine prochaine. À bientôt.